Ok. Ok, ça marche. Et je regarde juste s'il y a plus de... Ok, ok, bah écoutez, on y va. Ben, déjà, bonjour, bonsoir plutôt à toutes, parce que je pense qu'il y a surtout des femmes ce soir. Je suis super content d'être avec vous ce soir. Donc peut-être pour celles qui me connaissent pas, donc je vais déjà me présenter. Donc moi je suis donc Fabrice Mozy, j'ai 49 ans et donc je suis papa de deux filles de 16 et 18 ans et je suis conseiller en investissement financier depuis déjà quelques années. Donc j'accompagne donc les familles, les chefs de TPE, PME et les particuliers dans la création et le développement de leur patrimoine. Donc ça inclut tous les sujets autour de la retraite, autour de la transmission, autour de la fiscalité notamment, ou sur des sujets un peu plus spécifiques. Alors, je suis également formateur. Alors, attendez, si ça veut bien marcher. Donc, je suis également formateur et j'interviens notamment, ben, j'anime des ateliers comme on le fait ce soir et des conférences autour du sujet du rapport à l'argent. Et donc, j'ai eu notamment l'opportunité et la chance d'être invité à la CPME donc de Haute-Garonne, également de l'association Cadre Doc, donc les chefs d'entreprise d'Occitanie, l'association Sororitaire, donc qui accompagne les femmes chefs d'entreprise, notamment dans les quartiers difficiles de Toulouse. Et également, j'ai organisé un webinaire à l'invitation de l'ancienne vice-ministre en fait de l'éducation de Madagascar, qui avait fait intervenir une trentaine de personnes également. Et plus récemment, donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès, exercices pratiques, qui est donc sorti il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, donc tout récemment, donc qui reprend donc tous ces sujets autour du rapport à l'argent, l'éducation financière. Je voulais aussi faire le lien entre notamment le livre et mon histoire avec les femmes, parce que c'est grâce aux femmes que j'ai écrit ce livre, principalement pour deux raisons majeures. La première, c'est ben, l'idée du livre, en fait, elle m'est venue un soir, ben, notamment lorsque ma fille aînée je dirais, avoué qu'elle était angoissée à l'idée de ne pas être un jour indépendante financièrement. Donc ça, pour moi, c'était la première élément déclencheur et c'est là où je lui dis effectivement, ben, voilà, je lui donnerai des éléments pour que ce soit, que justement, elle puisse l'être. Et le deuxième élément important, c'est que je me suis rendu compte, notamment pendant le Covid, qu'il y avait beaucoup de femmes qui s'étaient retrouvées seules avec les séparations que malheureusement il y a eu dans beaucoup de couples. Il y a beaucoup de mamans solo et qui, notamment pour beaucoup d'entre elles, en tout cas toutes celles que je connais, avaient très peu, voire aucune éducation financière. Et pour moi, ça a été véritablement un déclencheur pour justement, bah, je dirais, offrir aux femmes qui en ont besoin, notamment bah, des clés d'éducation financière pour justement bah, leur permettre de créer un déclic et de passer à l'action. Voilà. Donc voilà, ce soir, donc l'objectif, ça va être vraiment bah, déjà de comprendre quel est vous, votre rapport à l'argent, et surtout comprendre ses croyances limitantes, se déculpabiliser, et puis une fois qu'on a, je dirais, comme une maison, lorsqu'on a mis en place les fondations, beh, c'est de justement, beh, transmettre ces clés, justement d'éducation financière pour prendre, je dirais, les bonnes décisions et surtout, comme je disais, passer à l'action. Alors l'objectif, c'est vraiment voilà, de vous donner le maximum de valeur que je vais pouvoir vous donner en 1 heure et surtout aussi qu'on passe un beau moment et puis on passera, donc les 15 dernières minutes, justement sur vos questions. C'est OK pour vous? OK. Parfait. Donc simplement, oui, je vais vous demander de vous couper vos micros pendant la durée du webinaire, si c'est OK pour vous. Et puis comme ça, je répondrai à vos questions. Et puis s'il y a des questions dans le chat aussi. Voilà. Donc la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez quel est le sujet alors, je pense que certaines connaissent la réponse, mais je vais quand même la reposer. Quel est le sujet le plus tabou en France? Est-ce que vous savez me répondre?
pouvez me répondre dans le chat si j'arrive ouais, à le voir. Peut-être mieux, ouais, dans le chat, si c'est possible. Ouais, alors effectivement, Isabelle, ouais, c'est le sexe, c'est la sexualité. Donc, et je vous rassure, c'est pas le sujet qu'on va aborder ce soir. Et vous savez ce qui vient après le sujet de la sexualité? C'est eh bien, ouais, le salaire, ouais, c'est le sujet de l'argent. Il faut savoir que l'argent, effectivement, Isa, ouais, ouais, c'est lié au sujet d'argent, les revenus, mais c'est le sujet qui vient même avant celui de la politique et de la religion. Donc ça vous montre à quel point c'est vraiment un sujet, majeur en France, je pense également dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays du monde. Voilà. À présent, donc on va parler un petit peu de chiffres. Est-ce que vous savez, est-ce que vous faites partie notamment, des 49, quasiment la moitié des Français qui pensent que l'argent est synonyme de stress? Juste pour faire peut-être je dirais un petit sondage. Est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non? Si vous faites partie de à peu près la moitié des Français? Ouais, non, OK, OK, très bien, ça marche. Bon donc OK, donc pour a priori, donc là, ça serait plutôt, là, on serait plutôt un peu moins de beaucoup moins que la moitié. Donc, écoutez, tant mieux, super. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il faut savoir qu'à peu près, il y a sur ces sujets d'argent, il y a à peu près moins de la moitié, 44 des Français qui ne connaissent même pas les salaires de leurs amis proches, voire même des membres de leur famille. Donc ça montre à quel point, d'une part, l'argent est un sujet tabou mais également qui est une source, de conflit. Et la preuve, il y a à peu près environ 50 pour 50 des Français, l'argent est même une source de dispute et en particulier au sein des couples. Et c'est pour ça d'ailleurs moi, ils me disent d'ailleurs souvent, c'est qu'en plus d'être conseiller patrimonial, je suis également conseiller matrimonial parce que, ça m'est aussi arrivé, de résoudre des problèmes de couple qui étaient notamment liés au sujet d'argent. Donc c'est aussi un sujet majeur, dans les couples. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a à peu près, 1/3 des Françaises et des Français qui se disent véritablement angoissés sur les sujets d'argent et en particulier, c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi de faire ce webinaire, pour les femmes, c'est en particulier, au sein des femmes et également des jeunes adultes. Donc, voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose il faut avoir conscience, ça touche quand même en particulier les femmes. Et d'ailleurs, dernier chiffre, il faut savoir qu'en France, encore aujourd'hui, il y a pour, plus des 3/4 des Français, il est mal perçu d'être riche. Et pourquoi justement, pourquoi ça? Eh bien, parce qu'on a pour la plupart d'entre nous, on a vécu dans un environnement par, nos familles, nos amis, nos proches, qui avaient, pour qui c'était un vrai souci, un vrai problème. Il y a également un point qui est très important, c'est aussi notre culture et ça, on n'y pense pas forcément souvent. Heu et il faut savoir qu'aujourd'hui que l'argent en France en particulier, est un vrai problème historique pour 3 raisons majeures. La première, c'est qu'on est issu, d'une culture paysanne, et il faut savoir que pendant la culture paysanne, c'est à peu près 95 des Français, hein, aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque, enfin, pour la culture paysanne notamment, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, hem, je dirais, c'était plutôt associé, heu c'était plutôt déjà l'argent liquide qu'on gardait à la maison et souvent le silence, complet sur ce sujet-là. Pourquoi? Par peur déjà de se le faire voler et notamment de susciter la jalousie. Il faut savoir d'ailleurs que dans la culture paysanne, les gens avaient beaucoup de mal, à ce que l'argent soit déposé dans les banques. L'expression, «mettre l'argent dans les matelas», elle vient notamment de la culture paysanne, parce que justement on gardait l'argent sous les matelas, notamment, pour pouvoir, se payer des semences, pour pouvoir notamment, les revendre après, c'était vraiment un moyen de subsistance. Donc ça, c'est la première raison, la première la culture paysanne. La deuxième raison, c'est notamment l'héritage du catholicisme qui reste, malgré tout très présent dans notre société, actuelle. Il faut savoir que la culture catholique a souvent considéré que l'argent était quelque chose de mauvais, était quelque chose de mal, et notamment d'où une suspicion encore très présente aujourd'hui à l'égard des personnes qui gagnent de l'argent, qui sont, on va dire, plus riches que la moyenne. Et d'ailleurs, pour citer la Bible, hein, l'Évangile selon saint Marc disait qu'il était plus facile
un chameau, de rentrer, pour les cardinaux, ouais, peut-être, la neige. Il L'évangile de selon saint Marc disait qu'il était plus facile à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est dire que c'était vraiment pas très bien vu d'être riche dans la culture catholique. Et attendez, une bêtise, voilà. Et la dernière, raison, c'est la Révolution française qui est passée par là. Il faut savoir qu'avant, je dirais, avant la Révolution, la noblesse et le tiers-état, donc le tiers-état, la noblesse et le clergé, donc l'Église ne payait pas d'impôts, alors que les plus pauvres, qui étaient représentés par le tiers-état, eux, en fait, coulaient sous les dettes. Et d'ailleurs, la Révolution française en fait, a développé, je dirais, le sentiment de l'image du citoyen, je dirais, qui supposait une égalité matérielle. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'esprit de la Révolution française, il ne pouvait pas y avoir d'inégalité. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de très important et d'ailleurs qui est encore très présent dans notre société actuelle. Donc qu'est-ce qu'on retient? Bah, que pour la culture paysanne, l'argent était synonyme de silence. Pour le catholicisme, que l'argent était plutôt quelque chose de mal et pour la Révolution française, l'argent était plutôt une source d'inégalité. Et donc si, bah, nous aujourd'hui en France, on a un vrai souci avec l'argent, et bien c'est je dirais d'une certaine manière, c'est tout à fait normal et pour notamment ces trois faits historiques. La bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'on peut changer tout ça. Comment? Beh, grâce à 2 éléments qui sont intimement liés, que sont d'une part, l'éducation financière et d'autre part, la psychologie positive. On va le voir de différentes façons. Alors pour avancer, je vais vous faire, travailler un petit peu, on va faire un petit exercice de prise de conscience. Alors que je fais, on va dire en face à face, en atelier. Mais là, voilà, je vais vous demander simplement de vous installer dans votre chaise et de fermer les yeux et je vais vous mettre dans une situation. Donc vous imaginez que vous êtes dans un transport en commun et que, bah, vous avez en face de vous quelqu'un que vous connaissez pas, et qui s'approche de vous et qui vous demande simplement, bah, combien d'argent vous gagnez tous les mois. Je vous imagine dans cette situation, comment vous réagissez? Alors je ne vais pas vous laisser répondre, mais je pense que dans la majorité des cas, bah, vous n'allez pas répondre parce que, bah, cette personne déjà vous la connaissez pas, vous n'avez pas envie de lui donner cette information, vous estimez quelque chose, d'important et c'est ce que font d'ailleurs la majorité des Français. Mais la question en fait que je vous pose, c'est que, bah, comment aujourd'hui en France en particulier, hein, même si ça concerne d'autres pays dans le monde, on peut avoir un rapport sain avec l'argent quand c'est un sujet dont on a des difficultés à partager? Et je m'adresse notamment aux chefs d'entreprise, que je sais qu'il y en a quand même pas mal ici, notamment quand on parle d'argent avec ses fournisseurs et avec ses clients, bah, c'est pas toujours simple, mais d'autant plus quand nous, on a un problème avec l'argent, ça va être aussi difficile, notamment d'aborder les sujets d'argent et je sais que les femmes en particulier ont toujours cette difficulté, hein, qui ne concerne pas que les femmes, mais quand même beaucoup les femmes, notamment de parler d'augmentation de tarifs. On sait qu'il y a eu une inflation importante et je sais que les femmes ont beaucoup de difficultés, en particulier, de parler notamment, bah, quand on a des clients, d'augmenter ces tarifs, c'est des tarifs horaires notamment. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de casser un petit peu, ces croyances autour de l'argent. Donc on va avancer un petit peu et on va continuer à faire un petit exercice et pareil, je vais vous demander de vous installer dans votre chaise, confortablement, de fermer les yeux. Bon, je vous rassure, on va pas faire un exercice de méditation, heu et en fait, je vais prononcer un mot et j'aimerais simplement que vous, on va dire, ressentiez, essayez de ressentir dans votre corps ce que ce mot va représenter pour vous. Est-ce que c'est OK pour vous? On y va? OK. Donc si je prononce le mot argent, est-ce que vous ressentez plutôt dans votre corps quelque chose de positif, comme une forme de plénitude, une forme d'enthousiasme, une forme d'envie? Ou est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose, de négatif, comme, je dirais une forme de crispation, une forme de tension, ou une forme d'anxiété? Donc c'est important déjà d'imaginer ça et si vous avez quelque chose qui est plutôt négatif, ben, je vous rassure, c'est normal pour les raisons que je viens de vous citer. Donc toujours en fermant les yeux, on va regarder maintenant, au niveau de vos émotions. Donc fermez les yeux, essayez de vous détendre. De la même manière que au niveau des ressentis, si je prononce le mot argent, est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose, une émotion plutôt négative,
comme une forme de peur, une forme de colère, une forme de tristesse? Ou est-ce que vous ressentez plutôt quelque chose de positif, comme une forme de joie ou une forme de gaieté? Ou est-ce que simplement vous, ressentez de l'indifférence? C'est important parce que je dirais votre première réaction corporelle, vos ressentis ou vos émotions, ce que vous ressentez au niveau de la tête, ça dit déjà beaucoup de choses sur votre rapport à l'argent. Vous voyez? Donc ça, c'est, OK, super. Merci pour les réponses, Régine Nadège. Donc, donc ça, c'est important. Donc vous pouvez rouvrir les yeux et maintenant on va regarder plutôt du côté de nos croyances. Donc, par exemple, si on vient d'une famille notamment où le rapport à l'argent est quelque chose de facile, bien on développe en général en grandissant un rapport à l'argent qui va plutôt être positif et plutôt être sain. Mais si au contraire, je dirais, on vient d'une famille plutôt comme moi, où le sujet d'argent était plutôt un sujet difficile, et l'insécurité était plutôt constante et lorsqu'on parlait d'argent à la maison, on sentait plutôt la colère et la tension qui montaient. Alors pour éviter, je dirais, les conflits et calmer les tensions, beh, on évitait de parler d'argent, tout autour de soi, à la maison et également, tout autour de soi. Et par crainte notamment, bah, de pas se sentir en décalage, vis-à-vis de notre famille qui pouvait avoir des difficultés avec l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à prendre nos distances avec l'argent, heu, pour notamment ne pas être en décalage avec nos proches. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans la neuroscience, dans le développement personnel, ce qu'on appelle les loyautés familiales. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ce vécu va s'intégrer, dans nos mémoires et notre inconscient. On va l'absorber en grandissant et on va continuer, comme nos parents, à avoir une relation compliquée avec l'argent. Et surtout, on va le continuer à le transmettre de manière consciente ou inconsciente à nos enfants, qui eux-mêmes vont le transmettre, à leurs enfants et cetera. Et le cercle vicieux, va continuer ainsi. Et d'ailleurs à ce sujet, je me souviens une petite anecdote, avoir lu un article où il y avait on s'était, suite à notamment à la faillite d'une famille où l'arrière-grand-père justement avait fait faillite dans son entreprise à une période très spécifique de sa vie. On s'était rendu compte que sur les 3 générations suivantes, il y avait eu exactement au même âge en fait, des personnes qui avaient, pareil, perdu des grosses sommes d'argent, que ce soit au niveau de la faillite d'une entreprise, que ce soit, par des placements financiers ou, notamment, quelqu'un qui avait pareil à la même période de sa vie, perdu des sommes importantes d'argent. Donc voilà, donc c'est important, voilà, de savoir aujourd'hui quelles sont vos croyances personnelles sur ces sujets d'argent. Et le dernier, c'est notamment nos représentations, c'est-à-dire c'est quoi aujourd'hui notre vécu dominant, dans l'instant présent? Est-ce que c'est quelque chose que plutôt, comme un problème? C'est plutôt, je dirais, associé à une forme de luxe? C'est plutôt associé à une forme de pouvoir? Donc voilà, c'est important aujourd'hui je dirais, de bien conscientiser ce que représente l'argent aujourd'hui. Vous voyez, moi, personnellement, quand j'étais petit, l'argent était plutôt associé à une forme d'insécurité. Parce que j'avais mes parents qui avaient pas beaucoup d'argent, puis j'avais, ce que j'appelle des chaussures, made in Carrefour, alors que j'avais beaucoup de mes petits copains qui avaient plutôt des chaussures Nike et Adidas. Et du coup, ça me créait beaucoup de frustration et pour moi, c'était plutôt une source d'insécurité, voire même une source de colère, le fait de pas avoir d'argent. Bon, aujourd'hui, bien sûr, cette situation a changé, c'est plutôt, associé à une forme de liberté, mais voilà, ça peut aussi, impacter beaucoup, je dirais, une partie de notre confiance. Voilà. Donc ce que je veux vous voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre, déjà comment vous positionnez par rapport à ces 4 points essentiels, heu, par car si c'est pas si vous n'avez pas cette prise de conscience, ça va être difficile déjà je dirais d'accueillir, l'argent et surtout d'accepter votre situation pour accueillir l'argent dans sa vie dans une deuxième étape. OK. Donc une fois qu'on a vu ça, bien, on va voir quelles sont les pistes de solutions et je vais vous en proposer 4. La première, ça va être, déjà de se déculpabiliser, d'accepter simplement, que vous n'êtes pas responsable de ces pensées qui sont, comme on l'a vu, hein, issues de notre culture, mais également qui nous ont été transmis par des proches, par notre famille ou par nos amis. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand la culpabilité vient se rajouter à toutes ces croyances limitantes, ça va créer une forme de cercle vicieux, dont il va être difficile de sortir. Et d'ailleurs, d'un point de vue parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très sensibles, parmi vous au niveau de
de l'énergie, on parle beaucoup d'énergétique. Il faut savoir que l'énergie de la culpabilité est une énergie très négative et très basse qui est même encore plus basse que l'énergie de la colère. Oui, l'énergie de la colère et l'énergie de la haine. Donc imaginez, cette énergie de la culpabilité quand on la porte en nous pendant de nombreuses années, ça peut véritablement avoir un impact d'ailleurs sur notre bien-être et notre santé. Donc voilà, donc c'est vraiment important, vraiment de se déculpabiliser. Une fois qu'on a passé cette première étape, la deuxième, ça va être justement de nettoyer sa mémoire. Ça va être important de casser ses mémoires pour, je dirais, assainir notre rapport à l'argent et accueillir, je dirais, l'argent dans notre vie. Et justement, un exemple, pareil, j'avais, vu à la télévision il y a quelques années, je crois, qui explique justement le poids des mémoires. C'est qu'il y avait eu cet exemple donc d'une famille qui avait plutôt un rôle de cigale, donc qui dépensait beaucoup, beaucoup d'argent, au détriment de temps de qualité, notamment de partir en vacances. Et on s'était rendu compte quelques années après que l'un des enfants qui avait vécu dans cette famille avait eu une réaction en grandissant, parce qu'il avait été très impacté par ça, complètement inverse et qui avait développé en grandissant plutôt un comportement de fourmi, c'est-à-dire de garder absolument son argent à tout prix pour pouvoir être sûr de partir en vacances. Voilà. Alors comment on fait justement pour nettoyer ces mémoires? Eh bien, on sait que grâce notamment aux recherches sur la neuroplasticité du cerveau et grâce aux recherches sur les neurosciences, on sait aujourd'hui, on peut changer le disque dur de nos croyances, pour justement, reprendre le pouvoir sur notre cerveau. Parce qu'on sait d'ailleurs, par ces recherches, qu'on a beaucoup plus de pouvoir et beaucoup plus de talent qu'on croit, et ça va être une façon justement, une fois qu'on a pris ça en compte, de façonner d'une certaine manière notre cerveau et notre esprit à notre avantage. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Une fois qu'on a pris conscience de ces 2 premiers points, la troisième étape, la troisième solution, ça va être de changer son mindset, changer son état d'esprit. Et comment on va faire? Alors on va le faire de 2 manières différentes. La première, ça va être déjà de se fixer des objectifs clairs et définis dans le temps, d'un point de vue, je dirais, d'argent. C'est-à-dire, ça serait quoi pour vous, je dirais, la liberté financière? Combien est-ce qu'il faudrait que vous gagnez pour avoir, si vous ne l'avez pas en tout cas, cette liberté financière? Est-ce que ça peut être 2 000 €, 5 000 €, 10 000 €? C'est vraiment important aujourd'hui de bien se fixer au-delà du contexte dans lequel on vit aujourd'hui, se fixer justement, ces objectifs, financiers. C'est un petit peu comme un bateau, vous voyez, vous êtes le capitaine de votre bateau, vous fixez un cap et c'est vraiment important de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et surtout, je sais qu'on est dans un environnement où, c'est difficile de parler d'argent, et on a beaucoup d'écart entre les hommes et les femmes. Mais vraiment, l'exercice que je vous demande de faire, c'est vraiment d'ouvrir vos chakras, de casser ce plafond de verre, pardon, et vraiment de vous dire: «Mais ce serait quoi l'argent que j'aimerais gagner?» et vraiment d'y croire aussi, heu et de travailler pour ça. Le deuxième point, une fois qu'on s'est fixé des objectifs, ça va être justement de changer son regard en étant ouvert, sur ces sujets d'argent justement pour que tout soit possible. Une technique, qui a montré ses preuves, pas seulement sur les sujets d'argent, c'est ce qu'on appelle la technique des affirmations positives. Alors qu'est-ce que c'est que cette technique? En fait, c'est une technique d'autosuggestion qui trouve son origine il y a à peu près 2 500 ans au sein de la culture, bouddhiste et de la culture, hindoue, et qui dit simplement que nous sommes ce que nous pensons. Autrement dit, en fait, heu, au si on utilise un petit peu le langage des neurosciences, en fait, les études récentes sur les neurosciences nous ont montré que la répétition, récurrente de phrases creuse, je dirais, dans notre cerveau ce qu'on appelle des sillons neuronaux qui imprègnent, en fait, notre subconscient de messages jusqu'à ce que ces messages, en fait, deviennent notre réalité. Et lorsqu'on n'a pas notamment l'habitude de travailler sur ces croyances sur l'argent, on a souvent l'habitude de se répéter des phrases telles que, l'argent c'est sale, l'argent c'est pas pour moi, ou les gens qui ont de l'argent sont pas forcément des gens honnêtes. C'est des choses qu'on a souvent entendu parler, voire même qu'on a, dans notre inconscient. Et vous imaginez que quand on a des phrases comme ça, consciemment ou inconsciemment, qu'on a dans sa tête, ça va être difficile justement je dirais d'accueillir l'argent, cette notion d'argent, et l'objectif justement de ces affirmations positives, ça va être justement de nettoyer un peu toutes ces mémoires négatives
et de les remplacer justement par des nouvelles mémoires. Alors, je sais que peut-être pour certaines personnes, cette méthode, elle peut paraître ridicule, mais aujourd'hui, on sait, notamment au travers des recherches sur les neurosciences, il faut à peu près se répéter 5 fois plus de phrases positives pour compenser une phrase négative. Et notamment, on sait que, je dirais la méthode Coué ou la technique l'effet placebo, ces 2 techniques notamment ont montré leurs preuves depuis, plusieurs dizaines d'années et on sait aujourd'hui que ça marche. C'est ce qu'on appelle notamment, la force de l'esprit. Et aujourd'hui, les neurosciences commencent véritablement à le mesurer ça. Voilà, un exemple, voilà, pour terminer sur cette partie d'affirmation positive, hein, ça peut être simplement de dire, voilà: «J'aime l'argent, l'argent est bon». Ça peut être, «Je fais le bien autour de moi avec l'argent que je reçois» ou, des choses comme, «Je suis un aimant argent qui attire, le succès financier». C'est des choses, voilà, que je vous invite vraiment à faire, à écrire et à vous les répéter en vous l'imaginant avec, je dirais, une forme d'émotion positive. Voilà, donc ça c'est la troisième étape au niveau changer son mindset et la quatrième étape en termes de solution, ça va être simplement, si je peux dire simplement, mais c'est aussi peut-être la plus difficile, ça va être notamment de passer à l'action. Pour illustrer un petit peu cette idée, moi je voulais vous partager une histoire, qui m'est arrivée il y a quelques années, c'était au début des années 2000. J'avais repris, mes études et je m'étais notamment lié d'amitié avec une personne, un étudiant qui faisait ses cours avec moi et quelques semaines après, au moment de redémarrer ses cours, j'ai pas vu cet étudiant malheureusement. Le directeur de l'école était venu pour nous annoncer malheureusement que cet étudiant était décédé, la veille, pardon, en faisant son jogging, et malgré, je dirais, la tristesse qu'avait provoqué ce départ, cette personne, cet homme, avait placé en fait son argent de manière à ce que ni sa femme, ni son petit garçon à l'époque, ne soient, je dirais, dans de problèmes d'argent en fait pendant, au moins une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et pour moi, ça a été vraiment un déclic parce que, je me souviens très bien à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti une forme de peur intérieure, parce que, je m'étais dit: «Mais toi, qu'est-ce que tu as mis en place si jamais, ta femme et tes filles» à l'époque, j'avais ma 1re fille, «si jamais tu décédais?» Et en fait, j'avais rien mis en place et pour moi, ça a été vraiment un élément, déclencheur et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai mis en place, je dirais les bonnes décisions, en tout cas les premiers investissements pour justement, protéger ma famille, justement en cas de besoin. Ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que c'est important, de passer à l'action et surtout de prendre des bonnes décisions. Heu, j'ai pris un exemple dramatique, hein, mais bon, l'argent aussi, ça peut, vous le savez tous, je pense, avoir, des avantages, hein. Ça peut être pour, faire un projet familial, faire un voyage, ça peut être pour créer, son entreprise et embaucher des membres de sa famille, voilà. Il y a beaucoup de choses aussi positives qu'on peut faire, notamment autour de ces sujets d'argent. Voilà, donc j'ai parlé un petit peu des solutions. Maintenant, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le concret, et de vous présenter, justement quelles sont les actions de court terme. Je vais vous en proposer, 6 et je vous assure que si déjà, si vous n'avez pas commencé à les mettre en place, ça peut vraiment commencer à changer les choses pour vous. La première, ça va être déjà de faire le bilan de vos dépenses. Heu, vous avez peut-être des dépenses superflues ou pas, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de faire le bilan de vos dépenses et comment vous allez faire? Vous allez prendre notamment, vos 3 relevés, bancaires que vous recevez tous les mois et de prendre un stabilo, prendre 2 couleurs et vous allez, stabiloter, les dépenses que vous considérez comme étant utiles, des choses comme l'énergie, comme le paiement du logement, l'essence et celles, que je dirais, vous considérez comme étant plutôt, superflues. Voilà, je prends l'exemple des gens notamment, il y a quelqu'un qui a l'habitude d'aller, prendre ses cafés au Starbucks du coin. C'est un exemple, voilà, des dépenses, par exemple de téléphones portables qui peuvent représenter des coûts importants. Vraiment de faire le point de vos dépenses et de voir les dépenses que vous considérez comme utiles et celles que vous considérez comme inutiles ou superflues tout au moins. L'idée, c'est pas de se priver, mais vraiment de prendre conscience de ça et de voir si effectivement, les dépenses que vous considérez comme superflues, vous pouvez peut-être les réduire. Parce que ça peut véritablement, et on le verra tout à l'heure, avoir un impact important sur votre patrimoine à terme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être, de placer au moins 10 de vos revenus, non pas sur votre compte courant, mais sur un compte d'épargne. Même si vous pouvez mettre 5, 10 €, 15 € de côté, c'est déjà
le fait déjà de passer à l'action, de le mettre en place. Et pourquoi un compte d'épargne? Parce que, bah, souvent on traite différemment l'argent qu'on place sur un compte courant, que l'argent qu'on place sur un compte d'épargne. Et déjà et c'est ça qui va justement, beh, permettre déjà de mettre de l'argent de côté, d'avoir ce qu'on appelle une épargne forcée, contrainte et qui va être finalement, bah, la source déjà de la création de votre patrimoine. La troisième, ça va être de faire la liste de vos dettes et quand je parle de dettes, je pense plutôt des dettes, je parle pas forcément des crédits, immobiliers, mais plutôt des crédits consommation, des dettes que vous devez aux personnes, à des personnes. Simplement voilà, de faire cette liste de là et dans la mesure du possible, si vous pouvez le faire, ça va être de payer ses dettes. Pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui notamment, qu'avoir des dettes, ça a un effet plutôt néfaste, au niveau conscient et inconscient. Ça crée des formes de liens toxiques. Le fait de commencer à payer ses dettes, ça va être, il y a un vrai effet, on va dire libératoire, qui peut aussi permettre, voilà, de commencer déjà de vous créer, on va dire, une capacité, supplémentaire hein, d'épargne tous les mois et aussi, beh, de vous ouvrir sur d'autres opportunités d'investissement. Le quatrième point, ça va être aussi de commencer à lire des livres sur ces sujets-là. Bon, je parlais de mon livre, mais il y en a d'autres aussi qui sont très bien. L'idée simplement, c'est de se rapprocher de ces sujets d'argent, et de commencer déjà à vous familiariser sur ces sujets-là, parce que ça va être aussi une étape importante. Le cinquième, ça va être de solliciter des experts. Il y a des, conseillers patrimoniaux, donc voilà, comme moi j'en suis et je sais que Caro aussi, également, c'est également son cas. Donc même si vous n'avez pas forcément, bah, des projets d'investissement, mais déjà vous rapprocher de ces personnes-là et de leur poser des questions sur ces sujets d'argent. Tout simplement, encore une fois, pour vous ouvrir sur ces sujets autour, du patrimoine. Et le dernier, bah, c'est aussi quand vous connaissez, c'est de vous rapprocher des personnes qui ont de l'argent et simplement aussi de leur poser des questions sur, bah, voilà, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont réussi? Ça a été quoi leur facteur clé de succès notamment, vous voyez? Et si vous connaissez personne, beh, ça peut être de lire des livres de gens qui ont réussi, des gens comme, je prends des exemples comme, Richard Branson, Elon Musk, ou, des gens comme Steve Jobs pour citer ceux-là. Voilà. Donc ça, c'est des points qui peuvent paraître simples, mais je vous assure que si vous commencez à en mettre en place déjà un, ça va déjà commencer à offrir, je dirais d'une certaine manière, vos chakras sur ces sujets-là. OK? Donc une fois qu'on a vu ces actions de court terme, eh bien maintenant on va regarder un petit peu, je dirais, quelques principes clés d'éducation financière et je vais vous en citer 5. La première, ça va être, beh, déjà, je dirais de se fixer, des objectifs. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on parlait d'objectifs de rémunération et de la même manière, en fait, qu'on se fixe des objectifs personnels ou professionnels et l'idée aussi, c'est de se fixer des objectifs patrimoniaux. Car, il faut savoir que plus vous serez, je dirais, précis sur la qualité de vos objectifs et la durée que vous voulez mettre pour les réaliser et plus, en fait, il vous sera facile de mettre en place des solutions et surtout, les actions appropriées pour les atteindre. Donc, beh, je vais vous demander alors, je vais pas on va pas avoir trop le temps de le faire, mais je vais vous demander, de répondre à ces 3 questions, pas maintenant, mais peut-être un peu plus tard. Que d'ailleurs, moi, je pose lors de mes entretiens patrimoniaux avec mes clients. C'est qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous empêcher de dormir ou de vous angoisser sur ces sujets d'argent? Ça, c'est le quand on parle de patrimoine, qu'est-ce qui aujourd'hui vous gêne, ou vous angoisse? La deuxième, ça va être, de vous imaginer que vous êtes à la retraite et qu'est-ce qui vous fera dire au moment de votre retraite que vous avez pris les bonnes décisions d'investissement? Donc imaginez que vous êtes à la retraite et vous vous dites: «Voilà, je suis super content, parce que j'ai fait tel ou tel, investissement qui m'ont permis de répondre à tel ou tel objectif». Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez un rêve aujourd'hui que vous aimeriez réaliser, et que vous n'avez pas pu faire pour plein de raisons? Voilà, ça serait quoi votre rêve? Et une fois que vous avez répondu à ces 3 questions, eh bien, l'idée, ça va être de vous, simplement, bah, de définir vos 3 objectifs patrimoniaux. Ça peut être des objectifs, ça peut être par exemple, je vais vous donner des exemples, mais ça peut être beaucoup d'autres. Ça peut être aider les enfants à faire leurs études. Ça peut être transmettre votre patrimoine à terme, à vos proches. Ça peut être, faire un voyage autour du monde, par exemple. Ça peut être des sujets, un peu plus standards comme des sujets, je dirais de achat de résidence principale ou achat d'une résidence secondaire. Vous voyez? Donc ça, c'est un point qui est important, vous voyez? Parce que ça va être vraiment la base, je dirais de la construction de votre patrimoine. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième, ça va être, je dirais, la deuxième clé, c'est ce que j'appelle soyez éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir un rapport à l'argent qui soit choisi et non pas subi, bah, il faut maîtriser quatre piliers importants. Le premier pilier, ça va être c'est, ce que j'appelle l'épargne. L'épargne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ma capacité, à garder quelque chose et à ne pas tout consommer pour avoir les ressources pour, justement réaliser des projets. Par exemple, au moment de la retraite, ce qu'on peut se dire, c'est, beh, combien d'argent j'ai besoin et comment cet argent va être utilisé. Dans l'épargne, en fait, il faut savoir qu'il y a 4 types d'épargne différents. La première, c'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. En fait, l'épargne de précaution, c'est de l'épargne, je dirais, de court terme, qui va être utilisée justement pour répondre à un objectif de court terme. Ça va être, par exemple, pour réparer une maison, enfin des travaux dans la maison, par exemple, s'acheter une voiture ou notamment des travaux, ou faire, je dirais un investissement, enfin, un investissement, acheter, par exemple, de l'électroménager. En général, ça correspond l'épargne de précaution, ça correspond à peu près à 1 à 3 mois de salaire et c'est notamment de l'argent qu'on place sur un livret A qui est disponible immédiatement. Donc ça, c'est le premier type d'épargne. Le deuxième type d'épargne, c'est ce qu'on appelle l'épargne de moyen terme. Alors l'épargne de moyen terme, c'est plutôt, ça répond plutôt à un objectif personnel, type, un capital, par exemple, pour les études des enfants ou, ça peut être un projet de résidence secondaire, par exemple, pour citer ça. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième type d'épargne. Le troisième, c'est ce qu'on appelle l'épargne retraite. Donc c'est de l'épargne qui est, comme le nom l'indique, en fait, qui est mis en place pour, je dirais, compenser, la baisse de revenus qu'on va être à la retraite. Il faut savoir qu'à peu près pour les cadres et notamment les chefs d'entreprise, on va avoir une perte de revenus qui va être, en général au moins de 50, voire même beaucoup plus, suivant les professions. Donc c'est important justement, de mettre en place des solutions pour cette épargne. Voilà, donc ça c'est l'épargne. Donc l'épargne, c'est vraiment un pilier important notamment, pour se sécuriser et répondre aux problèmes, je dirais, de la vie de manière générale. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les taxes et impôts. Alors, j'aime bien comparer ça un petit peu à l'image d'un seau, un seau de jardin. Imaginez que ce seau, en fait, il a des trous qu'on peut associer à les fiscalités. C'est-à-dire que, l'eau, c'est un petit peu, que vous remplissez dans votre seau, c'est un petit peu votre patrimoine et enfin même plutôt vos revenus et donc plus finalement vous allez avoir des revenus et plus la quantité d'eau va être perdue, hein. C'est ce qu'on associe ça au trou, et en fait, voilà, la fiscalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus on gagne de l'argent et plus on va avoir un niveau de fiscalité qui va être élevé. Donc, c'est pour ça que c'est important déjà de bien être conscient et il faut savoir d'ailleurs qu'il y a à peu près, la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts, en France, notamment soit parce qu'ils n'ont pas, les revenus suffisants, heu, pour payer des impôts, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des revenus et qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont mis en place, des solutions. Alors, il y a des solutions qui existent, hein, qui permettent, justement à la fois d'optimiser sa fiscalité, mais également, je dirais, de participer à la contribution du pays, heu, notamment payant des impôts. Donc, sachez que voilà, ça peut aussi, avoir, je dirais, deux impacts positifs pour vous et également pour la contribution. Voilà. Donc la question que je vous pose, ce que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que vous payez des impôts? Si oui, est-ce que vous savez combien? Et est-ce que vous avez mis en place des solutions ou pas, justement pour neutraliser ou pour optimiser votre fiscalité? Donc ça c'est un point important. Le troisième, c'est cette notion d'immobilier. C'est vraiment un pilier important. Heu, la notion d'immobilier, il faut savoir à peu près, que l'immobilier, c'est vraiment ça reste l'objectif patrimonial numéro un des Français. Il y a à peu près 4 millions de Français qui ont investi dans l'immobilier locatif. Avoir un toit qui nous appartient, c'est ce qui est important, mais c'est pourtant, sur ce sujet-là, moi, en tout cas, en tant que conseiller, que je constate qu'il y a le moins, d'éducation financière et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immobilier, en particulier l'immobilier locatif, présente des avantages qui sont importants. Le premier, c'est notamment de générer des revenus passifs. Plutôt que je dirais, de générer des revenus quand on travaille, d'avoir des revenus en échange d'un temps, de temps, passé, le fait d'avoir de l'immobilier locatif, ça va vous permettre, de générer des revenus passifs et ces revenus, non seulement ils vont être passifs, mais en plus ils vont être récurrents. C'est-à-dire que ça va vous verser des revenus, notamment sur une base, mensuelle, peuvent être intéressants, notamment à la retraite.
pour avoir un complément de revenu ou également, notamment pour payer les études des enfants. Le troisième avantage, notamment de l'immobilier locatif, c'est d'utiliser l'effet de levier du crédit. Ça veut dire qu'en fait, vous achetez le bien à crédit et ce crédit va être payé, en grande partie, souvent, notamment par le locataire. Bon alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut avoir un locataire, on est d'accord et que ce locataire, il paye. Mais quand c'est le cas, du coup, ça va, vous permettre d'avoir finalement un apport, qui va être réduit et notamment de vous constituer un patrimoine dans la durée avec finalement un apport limité. Donc ça, c'est un point qui est important. Le 3e point, le quatrième point, c'est du pilier, je dirais, essentiel, c'est la notion de crédit et j'aime bien comparer, en fait, le crédit au feu, à l'élément feu parce qu'il est capable du meilleur comme il est capable du pire. Le feu, il est capable de chauffer, donc il est capable de chauffer et de s'éclairer, c'est plutôt de positif et pareil, le crédit peut être quelque chose qui peut être une vraie source d'enrichissement, notamment au travers du crédit, immobilier. Il peut être également capable du pire et ça peut être une vraie source d'appauvrissement comme le feu brûlé, le crédit, notamment le crédit consommation peut être une source d'appauvrissement parce qu'on sait aujourd'hui que les crédits, notamment les crédits revolving, sont des crédits qui sont très chers, qui ont plutôt tendance à augmenter, je dirais, à appauvrir les personnes qui les ont souscrits plutôt que de les enrichir. Donc c'est important pour vous déjà de bien avoir cette notion, cette prise de conscience sur cette notion de crédit. Est-ce que vous avez des crédits qui servent plutôt à vous enrichir ou plutôt qui servent à vous appauvrir? Donc voilà. Donc c'est important, et j'insiste vraiment sur ces 4 piliers, de comprendre aujourd'hui comment vous positionnez sur ces 4 éléments importants, parce que ça va être vraiment la base, ça va vraiment être le fondement aujourd'hui de la création de votre patrimoine. OK? OK, donc on va passer à la 3e clé, et justement cette 3e clé, ça va être pourquoi c'est important d'investir régulièrement. Et pour ça, je vais vous montrer un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de Julia. Alors Julia, on parlait des cafés Starbucks. Alors Julia, elle a 25 ans, elle gagne à peu près 1 700 € par mois. 1 700 €, c'est le salaire médian des Français. C'est-à-dire qu'il y en a autant qui gagnent plus qu'un petit peu moins. Et Julia, elle a pris une bonne résolution, on est à la fin de cette année, elle a pris la résolution finalement d'arrêter de boire ses cafés Starbucks et de faire l'investissement ou de demander à sa boîte, en fait, d'investir dans une machine à café, heu et donc de réduire du coup, ses dépenses et j'ai fait à peu près le calcul, c'est même le minimum, ça lui permet déjà de faire à peu près un gain de 100 € par mois. Heu, là mais maintenant, une fois qu'elle a fait ce gain, la question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire Julia avec ces 100 € par mois? Alors elle a plusieurs possibilités. 1re possibilité, elle décide, de garder, cet argent, sur son compte courant, de mettre ses 100 € par mois pendant 45 ans sur son compte courant, donc à 0. Donc au bout de 45 ans, au moment de sa retraite, ça va lui faire à peu près, 54 000 €. Bon, ça tient même pas compte du phénomène inflation, donc autant dire qu'il va pas lui rester grand-chose à la fin. 2e possibilité, elle trouve, les conseils d'un banquier qui va lui dire, qu'il a un super placement, à 1 par an. Alors je rigole, hein, parce que moi j'ai ma femme qui bosse dans la banque, hein, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, mais il faut savoir que souvent malheureusement les banquiers vous orientent vers des solutions qui sont, avec un bon niveau de sécurité, mais par contre qui vous rapportent pas grand-chose. Donc si Julia, elle plaçait 100 € par mois sur un placement à 1, au bout de 45 ans, ça va lui faire un petit peu plus que si elle avait, mis son argent sur son compte courant, mais pas beaucoup plus. 3e solution, elle trouve, les conseils d'un conseiller en gestion de patrimoine qui va lui proposer une solution à environ 5 par an. Alors il y a des choses qui existent, hein, aujourd'hui, on a des solutions qui peuvent être intéressantes. Voilà, on va dire, sur une solution, un placement à 5 ça fait déjà, au bout de 45 ans, à peu près 4 fois plus que si elle l'avait placé sur un compte courant. Donc déjà, le fait de gagner quelques points, ça permet quand même à terme d'avoir un patrimoine qui est beaucoup plus important. Maintenant, la question que je vous pose, vous pouvez me répondre dans le chat, c'est, imaginez que Julia, elle met son argent sur un placement à 10. Alors 10, ça peut paraître énorme, mais il faut savoir que si on regarde ce qu'ont rapporté les placements financiers, notamment le CAC 40, hein, qui est l'indice boursier français, sur les 40 dernières années, c'est à peu près ça. C'est à peu près, 8 8-9 par an.
Donc, un placement à 10 c'est pas quelque chose qui est, impossible. Il faut juste avoir du temps devant soi et voilà, sachez qu'en tout cas ça existe, ça existe. Est-ce que vous savez à peu près si elle place 100 € par mois, combien ça va lui faire au bout de 40 ans, 45 ans? Caroline, ouais, je pense que tu connais la réponse. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Non? OK, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est à peu près 1 000 000 €, un peu plus d'1 000 000 €. Voilà. C'est à peu près 1 000 000 €, c'est, on a cet effet exponentiel, hein, c'est ce qu'on appelle la mécanique des intérêts composés. C'est-à-dire que quand on a du temps devant soi et dès qu'on va chercher un peu de rendement, il y a vraiment un effet exponentiel sur l'argent. Et ce qui est incroyable, c'est que si Julia, elle avait placé la totalité de son argent, de ce qu'elle gagne, c'est-à-dire les 1 700 € par mois sur son compte courant, eh bien, elle aurait eu une somme qui aurait été inférieure à seulement 100 € par mois, c'est-à-dire 6 à peu près 5-6 de ce qu'elle a placé tous les mois sur un placement, un placement à 10. Vous voyez? Donc, alors l'idée, c'est pas forcément de mettre, tout sur un placement à 10, mais c'est juste de vous faire prendre conscience qu'il y a un vrai effet exponentiel à partir du moment où on a du temps devant soi et on a un petit peu d'argent. Alors, je sais que tout le monde n'a pas 25 ans, on est d'accord, mais l'idée, c'est même si vous avez que quelques années devant vous, il y a aussi possibilité aussi de se créer un patrimoine. Vous voyez, on parle de 45 ans, si vous avez eu 15 ans, au bout de 15 ans, on a déjà de quoi, payer quelques années d'études pour ses enfants, une belle voiture et cetera. Donc je dirais qu'il est jamais trop tard, mais par contre, plus on s'y prend tôt et plus on peut vraiment se créer un patrimoine à terme. Vous voyez? Donc maintenant, on a vu pourquoi c'était important d'investir régulièrement. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est important d'investir aussi le plus tôt possible. Et pareil, on va reprendre l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Julia qui met, ses 100 € par mois, qui obtient, sur un placement à 5 qui obtient 200 000 €, au bout de 45 ans. Maintenant, on va prendre l'exemple, que Julia, bah, elle profite de la vie, mais par contre, elle ne s'occupe pas du tout de sa retraite et on va dire, entre guillemets, elle se réveille 20 ans plus tard en se disant: «Bah, c'est peut-être le bon moment pour moi d'investir». Est-ce que vous savez combien de temps est-ce qu'il faudrait qu'elle mette de côté pour atteindre justement ce capital de 200 000 € à sa retraite? Imaginons que Julia, elle a plus 20 ans, elle a plus 25 ans, elle a 45 ans et elle se dit: «Voilà, je veux avoir un capital, heu, de 200 000 €. Est-ce que de combien j'ai besoin de mettre tous les mois pour avoir ce capital de 200 000 €?» Est-ce que vous avez une idée à peu près? Vous me répondre si vous voulez dans le chat. Non, vous avez pas d'idée? Bon, je vais vous donner la réponse. C'est à peu près, 340 €, c'est-à-dire, 3 fois et demi plus. Donc, le fait d'attendre, 3, je dirais 20 ans, il faut qu'elle mette 3 fois et demi plus que si elle avait commencé, bah, à 25 ans. Et de la même manière, si elle attend encore 20 ans de plus, c'est-à-dire 5 ans avant la retraite, est-ce que vous savez à peu près combien est-ce qu'il faudrait qu'elle mette tous les mois? Donc, voilà, elle a 60-65 ans. On va dire que la retraite, c'est plutôt, à 70 ans. Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce faudrait qu'elle mette de côté? Est-ce que vous avez une idée? Non? Non. C'est 3 000 €, c'est-à-dire 30 fois plus. C'est-à-dire que le fait d'attendre, finalement, plusieurs dizaines d'années, pour rattraper justement ce capital, il faut attendre, quasiment il faut multiplier par 30, sa mise d'entrée. Donc, ce qui est important de comprendre, et vous avez compris, c'est plus on investit tôt et plus on peut justement se créer un capital de manière, quasi indolore. Alors encore une fois, hein, ça ne veut pas dire c'est pas grave si vous avez rien mis en place. Mais voilà, l'idée, c'est que plus on s'y prend tôt et plus on peut vraiment se créer un capital, je dirais, à la retraite, il est jamais trop tôt pour justement, se créer un capital. Ça peut vraiment changer, on va dire vos revenus à la retraite, également, ceux de vos OK. Donc, pour terminer, je vais vous présenter donc la 5e et dernière clé, pour vous justement vous faire comprendre pourquoi c'est important d'optimiser sa fiscalité. Alors bien sûr, ça veut dire que, il faut qu'on paye des impôts, mais voilà, pourquoi aujourd'hui c'est important de le faire? Et pour ça, je vais vous donner 2 exemples.
Je vais vous montrer alors je vais vous présenter déjà, on va reprendre Julia. Julia, elle a beaucoup de chance. Julia, elle habite à Monaco et il faut savoir qu'à Monaco, en fait, les citoyens, monégasques, en fait, ne payent pas d'impôts sur le revenu, mais également sur les plus-values de leur capital. Et Julia, elle a trouvé un super placement, double tous les ans. Alors on est d'accord, hein, ça c'est des choses qui n'existent pas, mais on va prendre un cas extrême. Elle a trouvé un super placement, donc elle met 1 €, 7 € double, donc ça fait 2 €, 4 € et cetera. Voilà. Alors je vais vous donner la réponse, hein. Au bout de 20 ans, elle aura à peu près accumulé un montant d'à peu près 1 million d'euros. Voilà. Donc le fait que heu, je dirais double tous les ans. Maintenant, je vous présente Clara. Clara, elle habite dans un super pays qui s'appelle la France. Mais par contre, c'est un pays qui taxe beaucoup ses entreprises et surtout ses citoyens. Et en France, il faut savoir que, l'ancien, ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron à l'époque a mis en place ce qu'on appelle la flat tax, qui en fait taxe le capital, les plus-values des gains à hauteur de 30 heu, du capital qui est obtenu. Ça veut dire que si on place 1 €, ce capital double, donc ça fait une plus-value de 1 €, ça fait 2 €. En fait, c'est pas 2 € qu'on aura obtenus, tous les ans, ça sera 1,70 €. Donc voilà, et donc imaginez que ce capital, imaginer, voilà, que ce capital double tous les ans, donc pareil, 3,40 € qui est taxé à 30 et cetera. Donc imaginons que cette taxation, elle se fait sur une base annuelle. Alors j'ai pris un cas extrême, hein, c'est pas toujours le cas sur tous les placements, mais prenons ce cas extrême. Est-ce que vous savez, au bout de 20 ans, le fait d'être taxé à 30, le capital qui va être obtenu au bout de 20 ans, qui vous restera au bout de 20 ans, le fait de taxer tous les ans, 30 son capital, ses plus-values. Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez me donner une petite réponse au moins? Une idée? Non? Pas de réponse, pas d'idée? Moitié moins que Julia. Alors en fait non, ça va être, c'est même beaucoup moins que ça. En fait, la réponse, c'est 40 000 €, c'est-à-dire 26 fois moins. C'est-à-dire que le fait d'être taxé tous les ans à hauteur de 30, là, ça vous diminue, vous divise par 26 en fait le capital. Le capital et le gain associé. Vous voyez? Donc c'est assez surprenant, mais pourtant c'est vrai. Alors bon, bien sûr, là, encore une fois, j'ai pris un cas extrême, mais voilà, il faut savoir que c'est des choses qui existent. C'est pour ça que c'est important, de chercher, aussi à réduire sa fiscalité. Parce que, ça peut à terme, avoir un impact extrêmement important. Oui. Donc voilà un petit peu les 5 clés, donc que je voulais vous présenter. Donc en conclusion, simplement ce que je voulais vous dire, c'est que pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est ce que je voudrais vous transmettre, c'est qu'on a pour la plupart d'entre nous, eu un héritage, difficile, voire même hostile sur les sujets d'argent et sauf, si on vient d'une famille, où le rapport à l'argent était, positif, on va grandir avec un rapport à l'argent qui va être sain et positif. Mais je dirais que si c'est pas le cas, on va construire justement, des ressentis, des émotions notamment, qui vont être plutôt, négatifs sur ces sujets d'argent. Et de la même manière qu'on a, des ressentis négatifs ou des émotions négatives vis-à-vis d'une personne, qu'est-ce qui va se passer? On va s'éloigner de cette personne. Et pour l'argent, c'est de la même manière. Mais ce que je veux vous faire comprendre, et je pense que vous l'avez compris au travers de ce que je vous ai présenté, c'est qu'il y a pas de fatalité. Heu et ce rapport à l'argent notamment, on peut le transformer, notamment grâce à la psychologie, positive et grâce à l'éducation financière. Et ce moyen justement, et c'est en transformant, cette relation à l'argent qu'on va acquérir cette forme de liberté et de sécurité à terme pour nous et notre famille. Et comment on fait? On va le faire notamment, en prenant des actions, je dirais, le plus tôt possible, sur une vision à la fois de court terme et à la fois de moyen terme. Et vous l'avez compris, plus on s'y prendra tôt et plus ça va nous permettre justement de créer un patrimoine, notamment, au travers des clés que je vous ai présentées. C'est des clés de base, mais voilà, c'est déjà important de bien comprendre ça. Et pour terminer, je voulais vous, citer en fait une citation d'une personne que j'admire beaucoup et un petit peu un mentor pour moi, dit que le contraire de la liberté financière, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et donc c'est important justement d'être conscient
de passer à l'action. Et aujourd'hui, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est notamment de passer à l'action et de prendre des décisions importantes, car aujourd'hui, vous avez vraiment le pouvoir de réaliser ces objectifs si vous, voilà, si vous passez à l'action et si vous décidez de mettre, dès maintenant des actions fortes pour y arriver. Voilà, j'en ai terminé, pour ma présentation. J'espère que c'était clair pour vous. J'espère que ça vous a, donné des clés, donné des éléments, pour justement, passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, je vous renvoie, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie notamment au livre que j'ai écrit où j'aborde un petit peu ces sujets et puis d'autres derrière. OK? Et donc je vais prendre vos questions si vous voulez bien, si vous avez des questions. J'espère que c'était clair pour vous. Vous pouvez n'hésitez pas à ouvrir vos Oui, micros. oui, Fabrice, ça a été, enfin, en tout cas pour moi, ça a été très clair. Euh, Au-delà donc de tout ce que tu nous as présenté, donc moi qui fais de l'accompagnement, notamment en financement d'entreprise, c'est très important et c'est pour ça hein, que j'ai voulu participer hein, à ton webinaire, hein, euh, de comprendre que quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on doit mettre en place cette culture parce que au niveau des, ça fait 18 ans hein, que je fais du financement d'entreprise, hein. Mmh, mmh. Nos chers amis les banquiers, qui regardent justement notre attitude par rapport à l'argent là, et tout ce qu'on va mettre en place en tant qu'entrepreneur, justement pour assurer notre, euh, comment dire, notre pérennité financière personnelle, en fait. Ça, c'est très important parce que l'entreprise peut tout à fait devoir s'arrêter, euh, peut tout à fait, ou personnellement, hein, on peut être obligé de s'arrêter. Et ce que va regarder un financeur ou un investisseur ou un banquier, c'est ce qu'on va mettre en place justement pour pérenniser notre situation financière. Donc, au-delà et souvent, on ne le fait pas à cause de ce que tu dis hein, au début, Mmh. nos croyances, nos craintes, voilà. Et c'est un mécanisme qu'on doit mettre en place. Et je te remercie d'avoir un peu parlé de ce thème financier dans le cadre de voilà, entreprendre au féminin. Voilà. Merci, merci pour ce retour. Oui, je pense que c'est important et heu et c'est vrai, on parlait quand même des banquiers, hein. C'est vrai qu'on critique beaucoup les banquiers, mais il faut savoir que, heu, en France, on a quand même une chance, notamment sur cette partie d'investissement, c'est qu'on est quand même un des seuls pays en France à avoir, des taux qui sont fixes. Dans la très grande à 98 dans 98 des pays dans le monde, en fait, la plupart des investissements se font à taux variable. Ça veut dire que, on dépend de la nature des taux, c'est-à-dire que nous, en France, on est gagnant à tous les coups. C'est-à-dire qu'on achète, on investit à l'instant T. Si les taux remontent, on est content, d'avoir investi, à un taux plus bas et si les taux baissent, on a l'opportunité, de négocier ces taux. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut être conscient, aussi qu'on a une chance aussi qu'on a en France malgré tout. Même si les taux ont beaucoup augmenté, il faut savoir que, ça reste quand même une opportunité importante. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a c'était clair? Est-ce qu'il y a vous avez des remarques particulières par rapport à ça? S'il y a pas de questions, juste un point qui est aussi très important. En fait, la création de patrimoine, on parle beaucoup de revenus, mais en fait, la création de patrimoine, elle se fait pas sur l'argent qu'on gagne, mais elle se fait, exclusivement sur l'argent qu'on garde, l'argent qu'on est capable de mettre de côté. Moi, je connais des gens qui gagnent très, très bien leur vie, mais qui ne sont pas capables de mettre, plus de 100 € ou même beaucoup moins par mois. Alors qu'à contrario, il y a des gens qui gagnent beaucoup moins et qui peuvent mettre, et eux, par contre, parce qu'ils font attention à leurs dépenses, parce qu'à leur niveau de vie, ils peuvent mettre, plusieurs centaines d'euros.
Et au final, si on fait le bilan au bout de 45 ans, ben, la personne, si elle continue je dirais, avoir cette stratégie dans la durée, elle aura un capital qui sera beaucoup, beaucoup plus important à terme que la personne qui avait des revenus beaucoup plus élevés qu'elle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que les revenus, c'est une chose, mais c'est surtout l'argent qu'on est capable de mettre de côté. Oui. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est clair pour vous? Alors, c'est très clair. Merci, Fabrice. La petite question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un biais de tomber dans l'excès inverse finalement et d'économiser pour qui, pourquoi? Parce que bon, tu as bien dit au début qu'il fallait définir des objectifs clairement et que finalement l'épargne était au service de ces objectifs qu'on définissait. Mais il y a forcément un risque de tomber dans quelque chose qui pourrait être aussi nocif et toxique pour les personnes, c'est finalement d'économiser plus d'argent que ce dont ils ont besoin et donc de se priver finalement de se priver d'une partie d'argent pour le niveau de vie en fait, hein, pour un bénéfice qui n'est pas défini en fait. Oui, alors oui, tu as raison. Ça, c'est un point très important aussi d'ailleurs que je discute beaucoup avec mes clients, c'est-à-dire je leur demande effectivement c'est quoi leur capacité d'épargne tous les mois. Et quand je leur dis ça, c'est leur capacité d'épargne à condition effectivement de ne pas se mettre le couteau sous la gorge. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est aussi de continuer à vivre, à se faire plaisir, mais de continuer je dirais, à faire quand même attention. Il faut savoir que à partir du moment où on commence à même, dès qu'on commence à regarder combien on peut mettre de l'argent de côté, et très, très souvent, en fait, on se rend compte qu'on peut mettre un peu plus d'argent que ce qu'on pensait, sans forcément, je dirais, se priver. Juste le fait d'avoir la démarche de mettre un peu d'argent, de le mettre sur son compte courant, de le mettre sur un compte d'épargne, ben, on se rend compte que, on peut, déjà, ça permet d'avoir une épargne forcée, c'est-à-dire que de se contraindre, mais se contraindre sans forcément se restreindre. C'est-à-dire que le fait de mettre un petit peu, hem, bah, ça va, je dirais, on se rend compte qu'on peut, progressivement mettre 10, 20, 30, 50, 100 et que souvent il nous reste aussi de l'argent pour vivre confortablement. Je sais pas si c'est clair ce que je te raconte, mais ce que je veux dire, c'est que, l'idée de se faire plaisir, ça empêche pas forcément de se restreindre. C'est juste le fait de prendre conscience de certaines choses, notamment c'est pour ça que quand je parle d'action de court terme, de voir aussi quelles sont les dépenses superflues et celles qui ne le sont pas. Le fait déjà d'en prendre conscience, d'une certaine manière déjà, on va pouvoir, je dirais, mettre plus d'argent de côté sans forcément changer notre qualité de vie. Oui. Après, je pense c'est toujours le juste équilibre entre les 2. Tu vois? Mais ça reste un axe important de voilà, enfin moi, pour moi, c'est très important et c'est ça aussi que je défends, hein. C'est de mettre de l'argent de côté, oui, mais pas de se mettre le couteau sous la gorge. OK. Faut continuer à vivre. OK? Ouais, enfin, il y a une notion d'équilibre derrière, c'est ça aussi que tu dis, Sur hein? l'équilibre, ouais, c'est toujours ça. Un Moi, je vois mes filles, équilibre. elles ont un peu d'argent de côté et je leur dis: «Voilà, il faut, idéalement, c'est d'en garder au moins une moitié, heu et puis d'utiliser l'autre, pour, voilà, pour profiter de faire des sorties, des choses comme ça» et voilà. Mm. Ok, merci. OK, est-ce que vous Idéalement, avez oui? Oui, Véro? idéalement, alors à partir de quel âge pour les enfants, tu conseillerais d'investir, enfin voilà, d'épargner? À partir de quel âge? Ben, je dirais le plus tôt possible. On peut même commencer à partir de 5 ans. Ce que j'explique dans le livre, en fait, c'est ce que j'appelle le jeu des tirelires, en fait, des 2 tirelires. On leur donne souvent de l'argent de poche, et cetera. En fait, il y a une tirelire qui va permettre de mettre de l'argent, pour faire s'acheter quelque chose qui nous fait plaisir, hein. Le garçon va s'acheter, une petite fille va s'acheter quelque chose qui lui fait plaisir, mais pas tout de suite. Peut-être dans 1 an ou quelque chose vraiment qui lui fera plaisir ou dire voilà, à définir avec eux et puis de l'argent qu'il peut utiliser. La deuxième tirelire, ça va être de l'argent qu'il va pouvoir utiliser pour, voilà, s'acheter des bonbons ou des choses comme ça ou, un peu, voilà, des choses qui lui font plaisir, qu'il peut utiliser tout de suite. L'idée, c'est simplement, c'est déjà
les éduquer le plus tôt possible sur ces sujets-là. Donc pour moi, il y a pas de, il y a, plus tôt on s'y prend et mieux c'est. Après, c'est la façon aussi de le présenter aux enfants. Et cette notion de garder, moi, ce que j'aimais dire, c'est de garder à peu près la moitié sur cette grande tirelire qui va s'accumuler pour quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, peut-être dans 3 mois, 6 mois, etc. Et une autre qu'on va utiliser je dirais, couramment. Euh, une chose aussi qui est importante, c'est aussi d'expliquer aux enfants quand ils sont un peu plus grands aussi, ou même pas, ben, les dépenses qu'on fait. Ben, tiens, on les amène par exemple avec nous dans une grande surface et on leur dit, ben voilà, je vais dépenser peut-être 50 ou 100 euros. Voilà, si papa et maman gagnent 1000 ou 2000 euros, ça va être une partie qui va être utilisée pour manger, une autre partie pour l'essence. Déjà, cette notion de parler d'argent, je pense que cette notion de démystifier l'argent, elle est vraiment importante, et d'expliquer un petit peu comment cet argent est utilisé de manière simple. Et je pense de l'expliquer aux enfants, voilà, ben, combien d'argent on gagne aussi. Moi, j'ai mis de nombreuses années avant de dire à mes filles combien je gagnais. J'avais toujours peur de leur dire parce que voilà, j'avais peur qu'elles le répètent ou qu'elles utilisent ça pour d'autres choses. En fait, c'était un tort. Je pense qu'elles ont besoin de savoir ça. Ça les rassure aussi d'une certaine manière et de leur expliquer comment cet argent, finalement, il est utilisé. Euh, et voilà. Et alors, moi, je vais aller un petit peu plus loin enfin oui, je vais aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on sait ou on ne sait pas que les retraites de nos enfants, on ne sait pas ce que ce sera. Voilà, moi, aujourd'hui, je pense au futur j'ai qu'un garçon, donc de mon fils. Oui, oui. Est-ce que, à aujourd'hui, on peut dire, on peut prévoir pour nos enfants leur avenir, il est mineur? Alors aujourd'hui, en fait, non, parce que les niveaux, les niveaux des retraites, elles évoluent tous les ans. Chaque fois, on sait que tous les 2 ou 3 ans, il y a toujours des lois qui font que, ben, si maintenant on parle en nombre de points, en fait, hein, Oui, oui. on parle plus de valeur, et ces points, ils ont une tendance plutôt à baisser, hein, malgré tout. Donc aujourd'hui, on ne sait pas combien aujourd'hui nos jeunes vont avoir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y en avoir de moins en moins, des montants de plus en plus faibles, et qu'il va falloir travailler de plus en plus longtemps. Ça, c'est une certitude. Donc, moi, l'invitation que je fais, notamment vis-à-vis des plus jeunes, c'est de dire déjà de travailler comme s'ils n'en auront pas et de commencer à mettre de l'argent de côté le plus tôt pour leur expliquer que bah, ils devront se débrouiller tout seuls et que bah, plus ils mettent de l'argent tôt et plus justement bah, ils pourront se créer eux-mêmes leur retraite. Mais effectivement, force est de constater qu'il ne vaut mieux pas trop compter sur la retraite. Alors déjà pour nous un petit peu, parce que ça va quand même baisser de plus en plus. Mais encore plus bah, ce qu'on appelle les millennials, hein, les générations X, qui arrivent. Effectivement, je pense qu'il va y avoir une retraite qui va être très faible. C'est clair. Donc il faut commencer le plus tôt possible. Mm. Puis même s'ils en ont un petit peu, bah, au moins ils auront acquis un capital qu'ils pourront utiliser à la retraite ou un petit peu avant, aussi pour profiter de la vie, clairement. C'est ça. Voilà. Mm. Ok. Mais pour les personnes, celles qui, enfin, si vous ne savez pas, il y a le site Info Retraite, déjà, qui donne déjà une idée de ce que vous pouvez toucher aujourd'hui, qui est très bien fait d'ailleurs, qui donne des indications assez claires. Alors, il n'est pas toujours fiable à 100%, mais déjà, ça donne aussi une indication assez claire aussi déjà de ce que vous allez toucher. En fonction de différentes hypothèses, si vous partez à la retraite, 60, 62 ans, 65, etc. Voilà. Oui, et puis peut-être une des solutions, c'est de s'assurer un capital, hein. C'est ça. Voilà, parce que notamment l'immobilier le permet, Mm. hein. Ouais, C'est surtout ça, hein. Enfin, il me semble que c'est le plus sûr en fait, en termes de revenus, bon, qu'on peut avoir un peu plus tard, hein. En tout cas, disposer d'un capital, euh, ça sera décorrélé de la situation économique plus tard, ouais. quoi, hein, voilà. Mm, mm. Parce que même si un bien se dévalorise, il se dévalorise, mais aussi parce que la situation économique s'est dévalorisée. Donc, Mm, l'un dans mm. l'autre, le rapport fera que de toute façon, on pourra disposer de quelque chose voilà, avec lequel on va Oui, oui, pouvoir. c'est un très bon point, ça, Régine, pardon. En fait,
l'immobilier est un vrai rempart contre l'inflation. Mhm. C'est-à-dire que effectivement, la valorisation, elle peut évoluer dans le temps en fonction de la situation économique, comme tu le disais très bien. Mais Oui, par contre, les loyers, eux, ils évoluent en fonction de l'inflation. Et ça, c'est vraiment je dirais un rempart contre l'inflation. Et on sait d'ailleurs que l'immobilier, sur 40 ans, on fait à peu près aussi 8% par an. Le même niveau, donc peut-être pas sur 40 ans, mais sur 20, entre 20 et 30 ans. Donc ça a rapporté autant que les actions. Donc c'est pour ça que c'est un vrai investissement. Et plus on est, plus on s'y prend tôt pour investir dans l'immobilier locatif, et plus en fait on se crée un patrimoine. Alors bien sûr, faut que la banque puisse nous prêter parce que c'est sûr quand on commence dans la vie active, on n'a pas forcément tout de suite les revenus. Mais dès qu'on peut se le faire, vraiment, j'invite à investir dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier locatif quand c'est possible. Souvent, c'est vrai qu'on préfère avoir sa résidence principale, mais c'est plus une fin en soi maintenant. Je vois de plus en plus de personnes qui commencent à investir dans l'immobilier locatif, même s'ils ne sont pas leur propre résidence principale, parce que bah, voilà, c'est aussi une contrainte. C'est aussi, s'il faut revendre au bout de 2-3 ans, parce qu'on bouge, les jeunes bougent aussi de plus en plus. Hein, donc, si on a une oui. contrainte de vendre sa résidence principale, c'est pas forcément un bon plan financier. Donc voilà, donc investir dans l'immobilier locatif le plus tôt, c'est pour moi, c'est une vraie solution d'enrichissement à terme, clairement. Tout à fait. Ok, on a un petit peu dépassé les 19h50. Est-ce que vous avez une question, une autre question? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors, mince. Je voulais juste savoir si vous pouviez simplement prendre l'adresse euh, du webinaire pour répondre au questionnaire, si ça vous dérange pas. Ce serait vraiment super, ça me permettra comme ça d'évoluer, de voir s'il y a des choses à voir et d'avoir simplement votre feedback. Donc, si vous pouviez répondre, ça prend juste 2 petites minutes. Ça serait vraiment chouette. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Bah, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci de votre présence et puis j'espère que ça vous a été utile et que vous passerez, ça vous permettra de prendre des bonnes décisions, ou en tout cas peut-être de les transmettre à des proches. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et je vous dis à très bientôt. Merci Au Fabrice, bonne revoir, soirée. Bonne à soirée à bientôt, vous. au revoir, Au Merci, revoir. au revoir. au revoir.